Noi due soli sulla Vespa ce ne andiamo cantando felici al lavoro dagli amici e lontano dalla città. Noi due soli sulla Vespa, lieti come due bambini, è una gioia senza confini che la Vespa ci può dare. La Vespa. Il manubrio presso fuso in un unico blocco. Vespa. Carrozzeria portante, come nella moderna tecnica automobilistica. Vespa. Sospensione efficace e confortevole. Vespa. Forcella di tipo aeronautico. Vespa. Ruota di scorta incorporata nella carrozzeria. Vespa. Motore che aziona direttamente la ruota, senza catena, senza vibrazioni. Vespa. Vespa, lo scooter più venduto nel mondo. Vespa, 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 Vespa. Ils se retrouvent aux quatre coins du monde. Pour ces passionnés, le bonheur suprême, c'est piloter une Vespa et de préférence faire la course. On est là aussi pour gagner. L'objectif, c'est de se classer. Mais on veut surtout profiter de la balade, de la compagnie et passer un bon moment. Ici, ils se connaissent tous et s'apprécient, même si tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Mon engin date de 1952. Il est plus lent que les autres. C'est pour ça que je suis en première ligne pour le départ. Mais j'avoue que j'ai un moteur de 9 chevaux au lieu de 4,5. J'ai donc un avantage, surtout en montagne. La côte est raide, alors il faut un peu de puissance. Pas moins de 150 Vespas sont présentes au départ des Tre Giorni, un rallye de 3 jours dans les Alpes. Ambiance et pétarade garantie. Le Tre Giorni n'est pas vraiment une course de vitesse, mais plutôt une parade de 2 roues d'époque où chacun vient se montrer et admirer la concurrence. Vespisti, c'est le nom que l'on donne aux aficionados. Leur communauté est large, mais leurs intérêts ne sont pas toujours les mêmes. Il y a des différences, c'est vrai. D'un côté, on a les chasseurs, les collectionneurs motivés par la recherche d'originaux pour les exposer dans un musée ou les aligner dans leur garage. À côté de ça, il y a les pilotes de course en quête de vitesse et qui bidouillent leurs engins. Et puis, il y a les gens comme nous, qui ont surtout envie de passer un bon moment entre copains, en sillonnant les Alpes au volant de leur Vespa. Qu'ils soient collectionneurs, sprinteurs ou simples promeneurs, entre Vespisti, on s'entraide et le règlement ne s'y oppose pas. La plupart des Vespas sont bien plus âgés que leurs conducteurs, si bien que les ascensions se révèlent parfois ardues. On est tous arrivés en haut. Le grand défi, c'est que les moteurs tiennent le coup. Tant pis si on bloque un peu la circulation. Ce qui est sympa, c'est de venir à bout d'un col. Une fois au sommet, petite pause pour faire souffler les pilotes et leurs montures. Malgré tout l'amour que les Vespisti portent à cette mécanique un peu poussiéreuse, rien ne remplace le GPS pour la navigation.
Les motards et les amateurs de scooters ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde, mais ils se respectent. Je pense qu'ils font ça avant tout pour le fun. Moi, avec ma machine, je peux effectuer de longs trajets, prendre l'autoroute. Eux, ils font ça pour s'amuser. Ces vieux scooters, c'est vraiment la classe. Ils doivent dater des années 1950 ou dans ces eaux-là. On le voit, ils ne datent pas d'hier. Qu'ils se comportent aussi bien en montagne, franchement, respect. Le soir, tout le monde se retrouve pour quelques petits réglages entre insiders. Le tout dans des effluves de mélange de temps et de gomme brûlée, au milieu des garnitures d'embrayage et de frein. Bref, pour conduire une Vespa d'époque, mieux vaut s'y connaître un peu en mécanique. Ça fait partie du jeu. C'est une technique assez simple. On apprend au fur et à mesure. On commence avec une première Vespa, on remplace l'accélérateur ou autre chose, et on progresse comme ça, petit à petit. Ceux qui n'ont pas peur de se salir les mains se laissent facilement contaminer par le virus Vespa. La plupart des propriétaires de Vespa sont atteints de collectionnite aiguë. Quand on en achète une, la deuxième suit assez vite. Il y a tellement de beaux modèles. C'est vrai que beaucoup ne voient jamais la route. On se dit qu'on les restaurera un de ces quatre. Si vous demandez aux gens combien ils ont de scooters, ils vous répondront qu'ils en possèdent plusieurs. Et si vous leur demandez combien roulent effectivement, on tombe en général à 30 ou 40%. Les participants au rallye comme les Tre Giorni vivent pleinement leur passion pour le mythique scooter italien. Et pourtant, rares sont ceux qui ont été témoins de sa conquête mondiale. La success story de celle qui va devenir un emblème de l'Italie commence il y a 70 ans. Une réussite jamais égalée. C'est l'histoire de la production et de la consommation de masse. C'est l'histoire du principal bien de consommation de masse italien. C'est tout cela la Vespa. Fermate questa gioia che vedete è in aumento sempre più nessun pedone resterà. Io sono io, proprio io, vivo solamente per andare con te. Io, la Vespa. C'era L'idée était de s'insérer dans le marché du transport routier. Pourquoi ce secteur précisément? Tout simplement parce que l'entreprise Piaggio était déjà très diversifiée. Elle produisait des machines pour le transport ferroviaire et construisait des avions. Vous vous souvenez du nom de cette Volkswagen? En italien, on l'appelle Maggiolino. En français, la coccinelle. C'est elle qui a mis l'Allemagne sur 4 roues. Un autre insecte, la Vespa, avait le potentiel de faire la même chose en Italie, mais sur 2 roues cette fois.
L'ingénieur qui a inventé la Vespa, Corradino d'Ascagno, a eu un parcours tout à fait singulier. Avant d'entrer chez Piaggio, dans les années 1930, il a eu une expérience professionnelle enrichissante aux États-Unis. Il a occupé plusieurs emplois là-bas. Mais il a avant tout été témoin de la motorisation de masse qui se développait à ce moment-là en Amérique. Il s'est alors mis en tête de réaliser quelque chose de semblable. Un véhicule susceptible de servir la motorisation de masse dans son pays. Les enfants et petits-enfants du célèbre ingénieur vivent aujourd'hui à Pise. Cours d'histoire familiale dans la maison d'Ascagno. Voici son passeport. Sur la photo, le grand-père a encore des cheveux. Il est tout jeune. Quand je l'ai connu, il n'en avait déjà plus. Il y a beaucoup de tampons. Celui-là, par exemple. C'est celui du consulat général d'Italie pour son voyage à New York via Gênes en 1919. Il a pris le bateau pour se rendre en Amérique. Mon grand-père était quelqu'un de très joyeux, d'enthousiaste. C'était un optimiste et surtout, il était curieux de tout. Toujours ouvert à la nouveauté, quelle qu'elle soit. C'est comme ça que je décrirais son caractère. Il était comme ça. Tout ça pour dire que dès sa plus tendre enfance, il avait une obsession. C'est un terme un peu péjoratif, mais pas dans son cas. Il se passionnait pour les avions. Le destin a voulu qu'il atterrisse chez Piaggio pour y développer entre autres l'hélicoptère. Mon grand-père n'aimait pas les motos. Il disait qu'elles étaient inconfortables, que c'était difficile de changer la roue. Ce qu'il passionnait, c'était les airs, l'aéronautique. Il a raconté que le docteur Piaggio avait demandé à le rencontrer et lui a dit « Monsieur l'ingénieur, vous seul pouvez mettre l'Italie sur deux roues ». Il ne nous a pas raconté cette histoire pour se vanter d'être un grand génie, mais tout simplement parce que c'était une histoire étonnante. Il racontait « Le docteur Piaggio m'a dit que je devais créer un moyen de transport fonctionnel avec lequel tout le monde pourrait se rendre au travail rapidement, adapté aux femmes, aux prêtres, qui portaient alors la soutane, et aux ouvriers. Un moyen économique avec une roue de secours intégrée pour qu'on puisse changer la roue à tout moment. » Il s'agissait évidemment de la Vespa. Vous l'aurez compris, la Vespa n'est pas née d'une passion pour la motocyclette, bien au contraire. Mon grand-père était passionné d'aéronautique. La Vespa a été conçue comme un moyen de transport sur deux roues, utile et fonctionnel, dépourvu des défauts que pouvait avoir la moto, selon mon grand-père. Ho messo un parafango dal sedile che copre la ruota, ho disposto uno sterzo in corrispondenza della ruota anteriore, automaticamente la forma nasce. En seulement 7 semaines, d'Ascagno met au point sa vision du scooter. Lorsqu'on la compare au prototype d'un de ses collègues, on remarque tout de suite que le moteur ne se trouve pas au milieu, mais à l'arrière du véhicule, pour une assise plus confortable. Voilà comment un ingénieur mordu d'aéronautique propose un véhicule routier qui va bouleverser l'histoire de l'industrie italienne. Dans l'ébauche de Corradino d'Ascagno, le président Enrico Piaggio distingue la forme d'une guêpe. Le scooter est alors baptisé Vespa, la guêpe. La même année, en 1946, près de 2500 exemplaires sortent des chaînes de production. En 1953, on fête l'assemblage de la 500 millième Vespa. Et après seulement 10 ans de commercialisation, on fête celui de la 1 000e Vespa. Vespa passa dappertutto, Vespa panorami meravigliosi, Vespa pause nel sole, Vespa
Siamo oltre? Sì, forse è meglio. Vespa, palpito regolare di un motore perfetto. Vespa, padrona della strada. Vespa, paragonata a qualunque motoscooter, sarà sempre una Vespa. Vespa, lo scooter più venduto nel mondo. Certains sous-sols recèlent des trésors cachés, comme par exemple celui de Robin Davey. Il a eu le coup de foudre il y a maintenant plus de 30 ans. Un collectionneur doit avoir au moins 3, 4 ou 5 véhicules, du moins au début. Moi, ça fait très longtemps que je les collectionne. En 30 ans, j'ai eu le temps d'en accumuler un certain nombre. Je dirais que j'en possède une quarantaine. 44, il me semble. Je ne sais plus, en tout cas une quarantaine en les comptant toutes. Voici ma pièce préférée. C'est une Vespa de 1946, dans son état d'origine. Le siège, les lumières, tous ces détails sont d'origine. Il y a même le timbre fiscal de 1950, parce qu'avant, il n'était pas nécessaire de payer des taxes. La caractéristique principale de ce modèle de 1946, c'est qu'il n'y a pas de béquille. Il n'y a pas non plus de suspension à l'arrière. C'est pour ça qu'il est un peu plus bas. Soit on posait l'engin comme ça, soit de l'autre côté. La simplicité même. La V98 était équipée de garde-boue en aluminium à gauche, à droite, ainsi qu'à l'avant, et d'un kick de démarrage. Quand j'ai vu ma première Vespa ancienne, j'ai eu le coup de foudre. Et pour ce qui est de la restauration de ces petits bijoux, Robin Davey a un avis bien tranché. Ce type d'engin doit entièrement être démonté et remonté. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le repeindre ou remplacer les chromes. Il suffit de bien le lustrer, de remplacer le support moteur, d'ouvrir le moteur et de s'assurer qu'il n'y a pas de rouille dans le réservoir à essence. Techniquement, on peut faire tout ce qu'on veut, mais au niveau de la carrosserie, le véhicule doit rester dans son jus. Beaucoup de gens demandent à ce que leurs deux roues soient entièrement refaites. À première vue, c'est sûrement très joli, mais du coup, le scooter ne raconte plus aucune histoire. Une Vespa avec beaucoup de chrome, c'est comme une femme parée de diamants. Aujourd'hui, la Vespa est toujours dessinée chez Piaggio, dans la ville italienne de Pontedera, là où tout a commencé. Pour nous autres designers, c'est une grande responsabilité, mais aussi une grande chance de pouvoir travailler sur un véhicule aussi mythique que la Vespa. Le concept de base de la Vespa n'a pas eu besoin d'évoluer. Pour le directeur du département design, l'explication est simple. Si la Vespa a eu un tel succès, c'est parce que son utilisateur final a été au centre de sa conception, il y a 70 ans. Il existe d'ailleurs une vidéo où on voit Corradino d'Ascagno tracer les contours de la Vespa autour d'une silhouette. Et effectivement, la première chose qu'il a dessinée, c'est le conducteur. Nous, les designers d'aujourd'hui, nous devons satisfaire à cette énorme responsabilité. Dessiner une Vespa est une expérience qui sollicite tous les sens, plus que pour tout autre véhicule. La Vespa est féminine, ses formes sont douces. La Vespa est italienne. Elle doit pouvoir refléter la lumière du soleil, ce que font très peu de véhicules. Pour dessiner une Vespa, il faut sans aucun doute faire appel à tous ses sens et à sa sensibilité. Pour nous, designers, c'est forcément une expérience unique. Les designers ont dans leur ADN le besoin de réaliser l'impossible, ou tout du moins de tenter des choses inédites. Mais évidemment, d'un point de vue technique, il est plus sûr d'utiliser une formule déjà éprouvée. Les participants au rallye des Tre Giorni contribuent aussi à entretenir l'héritage de la Vespa, à leur façon. Ils font rouler des modèles que l'on peut voir au musée Piaggio et qui datent de l'époque où passer la barre des 100 km/h était une prouesse.
Ici, on ne voit quasiment pas un seul scooter moderne. Pour remporter la course, il ne s'agit pas d'arriver le premier, mais de franchir la ligne d'arrivée dans le délai imposé sans s'arrêter. Une chance pour les champions de la ponctualité comme Robin Davey, car ici ce n'est pas la vitesse qui est récompensée. Et pourtant, cela n'a pas empêché le fabricant de la Vespa de tenter sa chance dans les courses, avec succès. En 1950, Piaggio a construit un véhicule, le Siluro, qui a atteint 171 km/h. Giuseppe Cao est l'un des pilotes qui a fait carrière au sein de l'écurie Piaggio. Je dois tout à la Vespa. Elle m'a permis de vivre ma passion parce que j'étais fou de mécanique et de moteur. Lorsque ce petit bijou a débarqué sur le marché, j'en suis immédiatement tombé amoureux. Avant, je faisais de la moto. Mais pour m'arrêter, je devais toujours m'appuyer sur le bord du trottoir, parce que j'étais trop petit. Mes pieds ne touchaient pas le sol. Avec la Vespina, la petite Vespa, aucun souci. Je me sentais bien dessus. Elle avait l'air faite pour moi. La Vespa m'a tout donné. En 1948, j'ai intégré le département recherche et l'écurie de course. Quand je ne courais pas, je faisais des essais. Et quand je courais, j'étais très rapide. J'aimais la vitesse. Je faisais toutes les courses de montagne et les circuits. Ça, c'est en 1950. Une course à Pérouse avec l'ingénieur d'Ascagno. Il était de toutes les courses. Ça le passionnait. C'est lui qui avait conçu cette Vespa de course. Un jour, ils ont décidé de me faire participer à des rallyes de régularité. Le problème, c'est que j'étais vraiment tout petit. Tout le monde n'était pas d'accord. Il y en a même un qui a dit « Avec ses 40 kilos, au premier nid de poule, il va s'envoler ». J'ai quand même participé à une première course, et je l'ai remportée, ainsi que la deuxième. Jusqu'à ce que mon collègue Mazzoncini dise « Inscrivons-le aux courses de la Fédération italienne de motocyclisme ». Dans les grandes courses, de nombreuses nations étaient sur la ligne de départ. J'ai remporté le trophée de la Fédération et la médaille d'or à la course des 6 jours. Ça, c'est nous à la course des 6 jours, lors des préparatifs, la veille du départ. J'étais mince comme un fil de fer. Je pesais à peine 40 kilos. À la fin de ma carrière de pilote, le docteur Piaggio a dit « Pour boucler la boucle, Cao va rejoindre notre équipe de développement et contribuer à l'amélioration de nos véhicules. » En 1950, 2 modèles de Siluro ont vu le jour. Un pour moi et un pour Mazzoncini, puisque nous étions les 2 pilotes de l'écurie. Quand j'ai atteint les 140 km/h sur la piste, l'engin a commencé à décoller. Les tests ont été interrompus sur le champ, mais le Siluro de Mazzoncini a continué à être perfectionné. C'est Mazzoncini qui a atteint le record de 171 km/h lors des essais.
Dans les années 50, une nouvelle discipline fait son apparition. Nous avions cessé de courir et devions créer une équipe acrobatique. Nous avons fait des tournées dans toute l'Europe. Nous nous sommes formés tout seuls. Personne ne nous a rien appris. Et après plusieurs revers, nous avons fini par constituer une bonne équipe. Notre première prestation a eu lieu à Paris, sur les Champs-Élysées. Ensuite, on a été en Bavière, puis à Salzbourg, à Vienne et même Barcelone. On a pas mal voyagé. Nous nous sommes produits à l'Exposition universelle de Bruxelles en 1958 et ensuite aux Jeux olympiques de Rome en 1960. Voici notre équipe acrobatique. C'est moi là, en train de faire le poirier. Et le pilote, c'est Luciano Chiaruggi, notre technicien d'expérimentation. La grande époque de la conduite acrobatique paraît désormais bien loin. Mais des inconditionnels tels que Robin Davey et ses amis ont voulu remettre cette discipline au goût du jour, pour leur propre plaisir et celui du public. De nombreux chemins mènent à la Vespa. Ce n'est pas forcément le coup de foudre. À 14 ans, l'âge où on commence à s'intéresser aux motos, on ne peut pas dire que la Vespa me faisait rêver. J'étais davantage porté sur les motos d'enduro, plus polyvalentes. Et puis, au fil du temps, je me suis découvert un goût pour le vintage, pour les objets un peu passés de mode. C'est comme ça que m'est venu l'amour de la Vespa et de tout son univers. Ma collection compte à peu près 130 Vespa. Je sais qu'il me manque 2 modèles, mais ce sont 2 modèles assez communs, des 50 cm3. Ces 3 pièces sont les plus précieuses de ma collection. Au niveau affectif d'abord, mais aussi de par leur rareté. Ce sont 3 modèles de sport. Celui-ci a été conçu pour la course sur circuit.
pour la vitesse. Les deux autres sont des modèles prévus pour l'enduro. Ça, c'est une 6 jours, 6 giorni. Et celle-là, c'est une sport. Celle-ci a été construite en premier avec quelques modifications qui ont été reprises sur ce modèle, ainsi que sur le précédent, datant de 1951. Bien sûr, on peut voir ça comme un investissement. Ce sont des modèles très cotés. Ils ont beaucoup de valeur. D'autres modèles sont moins recherchés et ne valent même pas le prix de leur restauration. Pour un collectionneur débutant, ça ne vaut pas la peine de retaper un modèle répandu comme la Vespa 50. Ça lui reviendrait 2 fois plus cher de la restaurer que d'acheter un scooter en état de marche. Pour moi, la Vespa est en chaque Italien. Une famille italienne qui n'aurait jamais possédé de Vespa, ça n'existe pas. Il y a toujours un cousin, un oncle, un parent qui en avait une. En Italie, il y en a au moins une par 100 mètres carrés. Une Vespa, ce n'est pas seulement un moyen de transport, c'est aussi un moyen formidable de se faire des amis. Ça agit comme un aimant. La Vespa incarne une époque, un chapitre de l'histoire de notre pays. C'est bien plus qu'une simple motocyclette. Pour moi, elle renvoie à la Dolce Vita, à cette période où la vie n'était pas si facile. Il fallait travailler dur, mais le peu qu'on avait, on en profitait à fond. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment la même chose. À la fin des années 50 en Italie et plus généralement en Europe de l'Ouest, la jeunesse s'est imposée en tant qu'acteur social. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu le baby-boom qui a permis à cette nouvelle force d'émerger à la fin des années 1950 et au début des années 1960. Ce changement a également été rendu possible par certaines réformes des institutions publiques qui ont imposé la scolarisation généralisée. Du coup, les jeunes n'étaient plus obligés de se lancer dans le monde du travail et donc dans la vie d'adulte dès l'âge de 12 ou 14 ans. Le nombre de garçons et de filles en mesure d'aller à l'école toute l'année a grimpé en flèche. Au service communication de Piaggio, on a eu l'intelligence de comprendre que quelque chose avait changé au sein de la société et de saisir l'opportunité. Les spécialistes marketing sont parvenus à restituer ce changement, notamment à travers un slogan publicitaire qui a fait fureur. Qui aime la Vespa, croque la pomme. Ci risiamo. Vespa! Chi mangia le mele? Vespa 50, e via! Guidate con prudenza e cortesia. È una raccomandazione. Viaggio! Depuis toujours, j'ai l'essence dans le sang. Je me suis toujours intéressée aux véhicules motorisés. À 15 ans, je me suis offert ma première Vespa. Elle n'a pas bougé de chez moi pendant 3 mois, le temps que je décroche le permis qui me permettait enfin de la conduire. Là, je suis tombée amoureuse. Et ce sentiment ne m'a plus jamais quittée. À l'époque, il y avait bien quelques femmes qui conduisaient ce genre d'engin, mais la clientèle était majoritairement masculine. Ça n'a jamais posé de problème aux hommes, cela dit. D'autant que je n'hésite pas à mettre les mains dans le cambouis. Je sais que c'est assez rare pour une femme de savoir bidouiller un 2 roues.
Mais moi, j'adore ça. Et j'adore passer du temps à l'atelier. Tu vois des fissures? Non, tout est nickel. On va bien le nettoyer, le déboucher, et puis remplacer le joint. Ensuite, il remarchera parfaitement. Exactement. Ouais. Ensemble, Birgit Hertel et Stefan Eberl ont réalisé un rêve. Vendre et réparer des Vespa anciennes. Lui saprebbe come aggiustare con un cacciavite in mano fa miracoli. Ti regolerebbe il minimo alzandolo un po' e non picchieresti in testa così forte no. Ja, das Spezielle beim Motorschrauben ist halt, quand on démonte ce genre de moteur, on peut lire toute son histoire. Ce que l'engin a vécu, les chocs, les chutes, toutes les raisons pour lesquelles il faut le démonter, les endroits où se trouvent les défaillances, les défauts, les usures. C'est très intéressant. C'est grâce à ça qu'au fur et à mesure, on arrive à voir les faiblesses et les pièces qui doivent être changées ou réparées. Tout le charme d'un vieux moteur est dans la crasse qui le recouvre et l'odeur qu'il dégage. Les nouveaux moteurs automatiques, ce n'est vraiment pas pareil. Quand on répare une Vespa, on est face à une mécanique ancienne. Il faut que l'entretien soit fait avec amour. Parce que pour le propriétaire, ce scooter a forcément une grande valeur sentimentale. Birgit et Stefan n'ont jamais regretté de s'être mis à leur compte. Leur petit magasin se porte bien, d'autant que les Vespisti aiment confier leurs joyaux à de vrais passionnés. Chez moi, ça a commencé à l'âge de 15 ans. On s'amusait comme des fous avec notre petite Vespa. À un moment donné, la passion s'est un peu essoufflée et je m'en suis un peu détourné. Plus tard, la flamme est revenue. J'ai trouvé la Vespa géniale et je n'avais qu'une envie, m'y remettre et retrouver cet esprit communautaire. Je me suis mis à entretenir et à conserver de vieux véhicules. C'est un mode de vie à part entière. Voilà, Kali. Alors ça, c'est pour l'étanchéité. Tout est là. Les joints toriques. Super. Et là, ce sont les câbles d'embrayage. Merci. Il faut bien les graisser. Si le but, c'est juste de me rendre d'un point A à un point B, pas besoin d'acheter une Vespa. Autant opter pour un scooter moderne ou automatique. La Vespa, c'est l'émotion. Quelque chose qui se vit. On enfourche sa Vespa et on y va. On a un moteur à deux temps, on profite. Bref, c'est une façon de vivre. Birgit et Stefan sont membres d'un club Vespa. Et leur point de chute n'est autre qu'un restaurant italien. Les membres s'y retrouvent pour parler mécanique et planifier les sorties collectives. À la base, cette initiative vient de 3 personnes qui se sont découvert la même passion pour la Vespa. Elles ont décidé de fonder un club en bonne et due forme, avec des statuts. Depuis, ça a pris de l'ampleur. Ça s'est fait tout seul. On retrouve des personnes qui ont cette même envie de se détendre, d'être cool, de vivre les choses simplement. Du coup, quand on part en balade, c'est très agréable. À l'âge d'or de la Vespa, dans les années 50 et 60, des centaines de clubs lui étaient dédiés à travers l'Europe et le monde. Aujourd'hui, il n'en reste plus que quelques-uns. Robin Davies s'apprête à publier un nouveau livre sur cette page de l'histoire de la Vespa. Dans les années 1950 et 1960, on a commencé à trouver des petits souvenirs sous forme d'autocollants.
Il en existe 3 sortes. Ceux des clubs, ceux des événements spéciaux et ceux des jubilés. Le plus souvent, on les collait sur le garde-boue, histoire de dire aux gens « Vous voyez, je suis allé là, et là, et là ». Quand le garde-boue était plein, on exposait le surplus chez soi dans une vitrine. Cet album, c'est un peu la même chose. Ça ne me rapportera rien, mais je le fais par envie et par passion. Et je serai comblé si les autres me disent « Robin, je n'avais jamais vu ça. Mon propre club est dedans et j'en sais un peu plus sur l'histoire. » Wir sind junge Leute von heute und wir rollen mit der Vespa, mit unserer schnellen Vespa, wohin es uns gefällt. On trouve de tout. Des chaussettes, des casquettes, d'époque bien sûr. Pour un collectionneur, c'est la ruine assurée. Il y a des cigarettes Vespa. J'en ai 2 paquets différents, datant de 1953 et 1955. Je n'aurais jamais imaginé que ça puisse se faire. Il y a aussi des bas de femmes de 1955, estampillés Vespa. Il y a eu tellement de jolis objets. Sans oublier les calendriers édités entre 1951 et 2006. Pour ce qui est des modèles réduits, j'ai absolument tout ce qui se fait. Je connais tout ce qui est sorti en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne ou en Angleterre. Les vitrines de Robin Davey comptent environ 200 modèles réduits. Un véritable paradis du jouet. Mon préféré vient d'Italie. C'est le chasseur. Les détails sont tout simplement magnifiques. Le chien à l'arrière, les besaces, la plaque d'immatriculation. À la place du mot Vespa, il y a une guêpe sur le garde-boue avant. Oui, bonjour, Monsieur Vespa de la Suisse. C'est Robin, oui. Dans le cercle des collectionneurs, Robin Davey jouit d'une réputation internationale et dispose d'un excellent réseau. Une chance, car les véritables curiosités sont de plus en plus rares. Et depuis l'arrivée d'Internet, la concurrence est encore plus acharnée. Mais Robin en tire profit aussi. Alors, je peux t'envoyer ces 2 plaques? Ça sonne chez toi? Ok, tu m'appelles tout à l'heure. Ok, ciao. Internet, c'est pour les collectionneurs des temps modernes, mais pas uniquement. Malheureusement pour moi, le collectionneur des temps modernes est quelqu'un qui passe ses journées derrière son écran. Il ne va pas braver le vent, la neige et la glace pour aller en Italie et partager un bon dîner avec quelqu'un. Là, au moins, on rencontre des gens. Par Internet, tout est anonyme. Avec eBay, on a souvent des surprises. D'un coup apparaît une pièce jamais vue auparavant et tous les collectionneurs se jettent dessus. Mais il n'y a qu'un seul gagnant.
Récemment, j'ai pu me procurer une pièce exceptionnelle aux États-Unis. Elle m'a coûté une petite fortune. Mais comme je le dis toujours, la vraie valeur d'un objet, c'est celle que le collectionneur est prêt à y mettre. J'ai dû mener un combat acharné pour l'avoir. Il y a la caisse d'origine, le numéro de cadre, le numéro de moteur, toutes les petites pièces. Et ça, c'est un compteur en miles pour les États-Unis. Il n'a jamais été monté parce que la Vespa n'a pas passé la première révision. En tout, elle a fait 11 km avant de se renverser sur le côté droit. Après ça, elle n'a plus jamais roulé. Elle est restée dans un garage. Oui, le cœur y est toujours et l'adrénaline aussi. C'est un hobby, une passion qui me dévore tout entier, à 100%. Una, due. Fa 2 volte risparmia, questo certo l'otterrai, solo quando una Vespa adoprerai, sopra i monti arriva il mare, tu con lei potrai arrivare, è lo scooter da comprare. Vespa, 2 volte economica. Vespa, 2 ruote che valgono 4. Vespa, lo scooter più venduto nel mondo. Il y a longtemps que la Vespa ne domine plus le marché du scooter. Elle a de la concurrence et occupe un segment de marché plutôt réduit. Actuellement, les spécialistes en marketing s'intéressent à une clientèle cible principalement tournée vers les produits de luxe. Des produits qui ont un positionnement particulier en termes de prix ou d'image. Aujourd'hui, nous ciblons en priorité la tranche des 25-35 ans. Pour de multiples raisons, principalement liées à la culture et à l'habitude, les jeunes d'aujourd'hui se sont éloignés du 2 roues, ainsi que des moyens de transport en général. Ils ne passent plus forcément leur permis dès leurs 18 ans, ils prennent les transports en commun ou utilisent l'autopartage. Nous allons tout faire pour que la jeune génération se laisse à nouveau séduire par nos produits. Et nous ferons en sorte que les jeunes s'attachent à notre marque pour toute leur vie. La précieuse cargaison en provenance des États-Unis est enfin arrivée. L'achat qu'a effectué Robin Davey par Internet a passé la douane et il est prêt à être réceptionné par son nouveau propriétaire. Le collectionneur n'ose pas encore se réjouir. Il y a 50 ans, cette Vespa a été exportée, mais elle n'a été conduite qu'une seule fois. Une antiquité dans un état quasi neuf. Cette pièce d'exception a coûté bien plus cher qu'une Vespa neuve. Elle doit occuper une place de choix dans le musée de Robin Davey. Pour les derniers mètres, la prudence est de mise. Encore un peu, encore. Encore. Stop, baissez. Je n'étais pas sûr d'avoir eu raison de l'acheter, parce que je n'ai pas pu l'avoir en vrai. Je l'ai commandée en ligne, mais elle comble toutes mes attentes. Je ne trouve pas les mots. C'est un plaisir vraiment charnel. Pour la 2e fois en 10 minutes. Notre collectionneur a l'impression de fêter Noël et son anniversaire le même jour. Les petits défauts de ce scooter racontent un peu son histoire. Un galop d'essai en 1963 et puis plus rien. Je suis aux anges, flabbergasted comme on dit en anglais.
C'est une vieillerie toute neuve. 8,5 chevaux, 4 vitesses, une machine techniquement très aboutie. On peut dire qu'elle était vraiment en avance sur son temps. Je suis assis sur un scooter flambant neuf qui a 11 km au compteur et qui a été livré le 13 août 1963. Je ne le ferai pas rouler, mais je vais peut-être lui passer un peu de polish ici et là. Il n'a que 3 défauts, un tout en bas, un ici et un là. C'est tout. Là, c'est un peu de peinture, et là, il y a quelques petites piqûres, mais absolument aucun accroc, excepté les 3 endroits que je vous ai montrés. Mais ça fait partie de son histoire. Il ne faut pas effacer ses défauts, au contraire, il faut les laisser tels quels. Vu la façon dont le marché se comporte actuellement, cette Vespa va encore prendre de la valeur, mais ça, je m'en fiche un peu. Pour n'importe quel musée, c'est une pièce maîtresse. Quand on a trouvé ça, on se rapproche un peu plus du paradis. En 70 ans, la Vespa a touché beaucoup de gens, sur la route comme dans les cœurs. Même si elle doit s'adapter à notre époque, dans sa forme d'origine, elle est et reste un objet culte et immortel. Noi due soli sulla Vespa ce ne andiamo cantando felici al lavoro dagli amici e lontan dalla città. Noi due soli sulla Vespa, lieti come 2 bambini, è una gioia senza confini che la Vespa ci può dare. Vespa.